Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. C'est Odile Batser, la directrice ESG Innovation de la Société de la Tour Eiffel. Elle est également présidente de l'Observatoire de l'immobilier durable, qui sera l'invitée du grand entretien tout à l'heure, 26 minutes, pour analyser les mutations du secteur du bâtiment. Mais d'abord, je reçois Daniel Oubary, qui est cofondateur d'Incom, coopérative d'activité et d'emploi dédiée aux chauffeurs VTC, une alternative au modèle précaire du secteur. Dans notre débat, on parlera de l'économie circulaire. 9 grands industriels français qui viennent de publier un appel pour en faire un levier stratégique de compétitivité et de souveraineté. Et puis, dans la rubrique Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Andy Espi. C'est une biscuiterie inclusive et anti-gaspillage. Voilà pour les titres, c'est l'heure de Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Daniel Oubary. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur d'Incom, coopérative d'activité et d'emploi dédiée aux chauffeurs VTC. Vous l'avez créé il y a un an. Avec quelle idée, racontez-moi? Exactement, Incom a été lancé le 1er mai 2025, lors de la fête du travail. Notre volonté, nous, ça fait plus de 5 ans qu'on travaille sur le secteur du VTC, c'est d'améliorer la condition sociale des chauffeurs. Et aujourd'hui, avec Incom, on propose le meilleur statut pour les chauffeurs VTC. Alors, c'est quoi le modèle économique, modèle social d'Incom? Bien sûr, donc avec Incom, les chauffeurs vont pouvoir accéder au statut d'entrepreneur salarié, permis par une coopérative. Oui. Et l'avantage de ce statut, c'est qu'il permet aux chauffeurs de garder la liberté qui lui est chère, tout en ayant les avantages du CDI. Ça permet également d'avoir un salaire qui dépend du chiffre d'affaires généré. Et c'est ce qu'on propose avec Incom. Également de ne plus avoir à gérer tout l'administratif avec une application disponible pour les chauffeurs. Comment vous vous différenciez, je commence à le comprendre, mais des plateformes VTC classiques qu'on peut croiser ou qu'on peut utiliser les uns et les autres? Alors nous, ce n'est pas du tout notre rôle de mettre en relation des passagers avec des chauffeurs. Nous, notre rôle, c'est de simplifier le quotidien administratif des chauffeurs, de leur permettre de pouvoir travailler en 24 heures sur toutes les plateformes qu'ils préfèrent. Et justement, on permet aux chauffeurs, on facilite l'accès à ces plateformes et de leur permettre d'avoir accès à des fiches de paye, à une protection sociale et d'accéder à d'autres avantages présents dans l'application. Quand on parle d'une coopérative, alors le modèle coopératif, il est bien spécifique. C'est quoi la coopération dans votre modèle? Le modèle coopératif permet du coup aux chauffeurs d'avoir accès à ce statut d'entrepreneur salarié, mais également de pouvoir à terme, de pouvoir accéder à un statut d'associé, de pouvoir participer aux décisions stratégiques. L'avantage, c'est que nous, on a aussi cette brique technologique au sein de ce modèle qui permet de pouvoir attirer le plus grand nombre. Oui. Il y a combien de chauffeurs là, aujourd'hui, un an après la création? Près de 2000 chauffeurs qui nous ont rejoints et ça ne fait que croître. Il y a une transposition de la directive européenne sur les travailleurs des plateformes qui est en cours en ce moment en France et dans les autres pays de l'Union et du coup qui pousse les chauffeurs à aller vers ce nouveau modèle. Est-ce qu'il y a des critères pour rejoindre Incom en tant que chauffeur? Bien sûr, pour nous, un chauffeur qui fait moins de 1 000 € de chiffre d'affaires par mois sur le métier du VTC, il y en a qui travaillent entre midi et 2 par exemple, on va leur dire que c'est pas forcément très impactant de rejoindre Incom, mais sinon c'est plutôt ouvert à l'entièreté des chauffeurs. Il y a même des chauffeurs qui travaillent uniquement sur des applications, d'autres qui ne font quasiment pas d'application, et dans l'application Incom, il y a un module de course privée qui permet à ces chauffeurs-là de pouvoir rapatrier leurs revenus. Alors, c'est un CDI particulier. Quelles caractéristiques il a, ce contrat? Oui, c'est un CDI d'entrepreneur salarié, et donc ce n'est pas du tout un CDI classique. On ne va pas être là tous les lundis à 9h à demander au chauffeur qu'est-ce qu'il fait, vient au travail. Non, il garde sa liberté. Et en fait, ce statut d'entrepreneur salarié permet au chauffeur d'avoir un salaire qui dépend du chiffre d'affaires généré. Et donc, nous, notre rôle ici, c'est d'optimiser du coup cette rémunération du chauffeur en intégrant les frais professionnels, parce qu'un chauffeur a un véhicule qui coûte cher, des dépenses importantes dans le cours du mois, et aussi, grâce à la coopérative, on peut mutualiser les coûts comptables, analytiques, qui permet du coup au chauffeur de pouvoir optimiser sa rémunération. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de sécurité du travail? Parce qu'un CDI, c'est souvent associé à la sécurité du travail. Là, c'est un peu différent quand même, puisque leur destin, il est lié à leur chiffre d'affaires quand même. Non, le côté sécurité, on va plus le retrouver au niveau de la protection sociale, c'est-à-dire dans les avantages sociaux. Les chauffeurs vont pouvoir cotiser pour la retraite, le chômage, ce qui n'était pas vraiment le cas avant avec le statut d'auto-entrepreneur. Ils vont également pouvoir avoir des arrêts maladie, des congés payés. Donc
une mutuelle également. Donc c'est tous ces avantages-là qui fournissent la sécurité. Après, voilà, comme on permet aux chauffeurs de garder la liberté tout en ayant les avantages du CDI, c'est vraiment là qu'on y gagne. C'est un secteur que vous connaissez bien. Vous avez pu identifier ses faiblesses, notamment la question de la précarité des chauffeurs? Exactement. Je pense que vous le savez également, quand vous échangez avec un chauffeur, en fait, ils souffrent beaucoup. Ils souffrent aussi de ne pas être écoutés. Au-delà de la précarité, ils ne se sentent pas entendus. Et nous, ça fait plus de 5 ans qu'on travaille sur le segment du VTC. On a rencontré des milliers de chauffeurs dans nos bureaux à Station F. Et c'est en échangeant avec ces chauffeurs qu'on a compris qu'il y avait un vrai sujet au niveau du statut. C'est ce sur quoi on a travaillé pour pouvoir le leur proposer le 1er mai 2025. Oui. Avec quel modèle économique? Comment ça marche? Oui, donc le modèle économique d'Income, Income prélève des frais de service qui sont à partir de 5% du chiffre d'affaires sur le chiffre d'affaires généré par un chauffeur. Donc c'est seulement si le chauffeur travaille, par exemple un chauffeur qui ne travaille pas, eh bien, il n'a pas de frais qui sont imputés sur son chiffre d'affaires, il n'a pas de frais fixes. Et donc voilà, c'est des frais de service qui sont à partir de 5% sur son chiffre. Ouais. Alors, comment est-ce que c'est négocié? Est-ce que c'est le même taux pour tout le monde? Pour l'instant, c'est le même taux pour tout le monde. Ouais. C'est en fonction du chiffre d'affaires du chauffeur. Plus le chauffeur va faire un chiffre d'affaires important, moins ce taux le sera. Ouais. Et donc, ça permet d'aligner nos intérêts avec ceux des chauffeurs. Notre volonté, et c'est ce qu'on est en train de réaliser avec Income, c'est qu'on a des chauffeurs ultra qualifiés qui rejoignent la plateforme et qui rejoignent Income et qui permettent de fournir des courses de qualité. Ouais. Combien ils gagnent? C'est quoi le salaire moyen d'un chauffeur VTC aujourd'hui? Le salaire moyen, ça dépend. Il y a des chauffeurs qui font ça à temps plein, à temps partiel. Mais on va dire qu'un chauffeur va générer environ 4 000 € de chiffre d'affaires, surtout en ce moment avec la saison haute. En moyenne, il va pouvoir ressortir 3 200 € de salaire net après avoir payé la TVA, les cotisations sociales et les frais de service. Et donc, il va pouvoir se retrouver à ce niveau-là, ce qui est beaucoup plus intéressant que le statut micro-entreprise, où en fait, le chauffeur va devoir payer de l'URSSAF, mais basé sur son chiffre d'affaires brut, c'est-à-dire avant commission. Et donc, c'est aussi pour ça que le statut Income permet d'optimiser la rémunération du chauffeur. Ces coopératives VTC, vous n'êtes pas la seule. Ça devient le nouveau modèle. Qu'est-ce qu'on peut en dire du développement de cette offre alternative? Nous, on est convaincus que c'est le futur du travail en plateforme, ce statut salarié hybride. On le voit, il y a la transposition de la directive européenne qui est en cours. Les institutions veulent offrir un statut plus protecteur et sécurisant aux chauffeurs. Et donc en moins d'un an, on a près de 2000 chauffeurs qui nous ont rejoints. Et donc, on voit que c'est le nouveau standard. Pour l'instant, vous êtes basé en région parisienne uniquement? Alors, les chauffeurs sont présents dans toute la France. On a des chauffeurs partout en France. Ouais. Nous, nos bureaux sont ici à Paris. Mais on a des chauffeurs qui sont partout en France et on essaye d'être le plus proche d'eux, même si on ne l'est pas physiquement. Quel lien vous avez avec les chauffeurs? C'est marrant, moi il y a plein de chauffeurs qui ont mon numéro de téléphone et qui peuvent m'appeler un samedi soir pour me dire qu'ils ont un problème avec telle ou telle plateforme parce que parce que leur document a expiré ou quoi que ce soit. On est super proche des chauffeurs et c'est aussi ça notre force, c'est cette proximité. Ouais. Alors ça marche quand on en a quelques centaines ou quelques milliers. Mais est-ce que vous avez intégré à votre réflexion justement le fait que si ce modèle devient un peu plus massif, il va falloir garder un lien avec les chauffeurs? Moi, j'aime bien avoir ce regard terrain parce que ça me permet de comprendre ce qui se passe, d'être au courant des différentes choses. Après, oui, bien sûr, je ne gère pas tous les chauffeurs de la coopérative, sinon ce serait ingérable. J'ai une équipe dédiée là-dessus qui est super performante. On est aujourd'hui près de 40 personnes sur Income et qui permet de tenir ce lien avec les chauffeurs. Voilà, les chauffeurs ont besoin d'être accompagnés à leur entrée, mais également ensuite, on les accompagne. Par exemple, on a Cyril qui a pu devenir propriétaire grâce aux fiches de paye Income. On l'a aidé à avoir des fiches de paye optimisées pour aller chercher son prêt bancaire. Ou Farid qui a pu passer d'une Toyota à une Tesla et qui aujourd'hui fait 50% de chiffre d'affaires en plus. Donc des success stories, on en a. Mais pour ça, on a besoin de les accompagner en effet. Le 50% de chiffre d'affaires en plus, il est lié au changement de véhicule? Oui, parce qu'il va passer dans une catégorie supérieure qui va lui permettre de faire plus de courses. Et aussi, il faut savoir, avec le statut Income, les chauffeurs gagnent du temps. Ils n'ont plus besoin de travailler autant sur leur comptabilité, sur leur reporting. Et avec nous, ils peuvent travailler encore plus. Est-ce qu'il y a beaucoup de turnover? Est-ce que c'est un métier, justement, peut-être parce qu'il est difficile ou parce qu'il est précaire, où c'est compliqué de prendre de l'expérience? Et peut-être d'ailleurs qu'il y a beaucoup de chauffeurs VTC qui se disent « je ne vais pas faire ça toute ma vie ».
C'est une excellente question parce que nous, c'est un défi qu'on a. On a énormément de chauffeurs qui veulent arrêter du jour au lendemain, de nombreux chauffeurs qui arrivent également sur le secteur. Et donc, nous, notre défi, c'est de pouvoir faciliter l'onboarding, mais également l'outboarding de ces chauffeurs le plus rapidement possible. Et oui, beaucoup de chauffeurs sont attirés par l'attractivité du métier, mais en réalité, ce métier est quand même assez dur, hein. Il faut travailler de longues heures. Il faut pas compter ses heures en général quand on fait ce métier. Et parfois avec des saisonnalités qui peuvent impacter le chiffre d'affaires. Est-ce que c'est un métier qui est plutôt perçu comme un métier de passage ou de transition ? Pas forcément. Pas forcément. On a des chauffeurs qui font ce métier depuis plus de 10 ans et qui arrivent à avoir une évolution en développant par exemple une clientèle privée qui leur permet de générer un chiffre d'affaires plus important. On voit quand même une évolution, ça dépend, mais certains le font de manière transitoire et d'autres le font avec une vision long terme, et nous on est là pour les accompagner dans le développement de leur carrière. Un dernier mot sur l'IA, l'intelligence artificielle. Il faut une question IA dans toutes les interviews maintenant. Elle est déjà dans le modèle, comment vous l'utilisez ? Elle est déjà intégrée dans le modèle, notamment pour analyser les chiffres des chauffeurs, vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur, mais également à terme pour permettre aux chauffeurs d'avoir accès à un support 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il est déjà présent 7 jours sur 7 avec des humains, mais 24 heures sur 24, les premières réponses seront fournies par l'IA en effet. Merci beaucoup Dany et Lou-Marie, à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure du débat de ce Smart Impact. On parle d'économie circulaire dans l'industrie. Faire de l'économie circulaire un levier de souveraineté industrielle. Voilà le thème de notre débat. Je vous présente tout de suite nos invités. Émilie Erny, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice économie circulaire du groupe Safran et membre de la coalition Industrie circulaire. Raphaël Mavigné, bonjour. Et bienvenue. Heureux de vous retrouver sur ce plateau, le cofondateur de Circulaire. Allez, on prend quelques temps pour dire peut-être cette coalition Industrie circulaire, de quoi il s'agit ? La coalition permet de réunir un grand nombre d'industriels, en l'occurrence on est 15 maintenant sur la deuxième année, pour échanger sur d'abord un constat. On vit des moments un petit peu difficiles en termes d'approvisionnement en matière critique entre autres, donc déjà partager ce constat en question et permettre du coup de trouver des solutions communes, des solutions collectives, parce que tout seul on ne pourra pas trouver des solutions qui soient applicables tout de suite et qui nous servent en tout cas dans les prochains mois. Vous allez nous parler de cet appel qui a été lancé par une dizaine de grands industriels dans un instant. Circulaire, en quelques mots, vous êtes déjà venu sur ce plateau, mais tous nos téléspectateurs ou téléspectatrices s'en souviennent pas forcément, dites-nous. En quelques mots, on est un cabinet de conseil spécialisé sur l'économie circulaire qui a été créé il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, notre spécificité, c'est la création de coalitions de grands industriels sur des sujets spécifiques à l'économie circulaire pour utiliser la force du collectif pour faire passer à l'échelle cette économie. Alors justement, parlons de cet appel. Alors moi, j'en ai 9. Safran, Alstom, Thales, le groupe SEB, Legrand, Rexel, RTE, Equans, Forvia. Avec un rapport qui consiste à dire quoi ? Il y a un risque... Et en même temps, on peut le transformer en opportunité grâce à l'économie circulaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Oui, tout à fait. Il y a un constat qui met bien en avant le fait que notre manière de voir l'industrie, nos modèles économiques actuels, ont nécessité de changer pour pouvoir effectivement transformer et ne pas être trop fragile dans le contexte actuel de crise internationale qui sont successives depuis un certain nombre d'années. Et donc l'objectif, c'est de se mettre en commun, d'avoir ce constat commun et de pouvoir trouver des solutions communes. Et donc on partage sur quelques thématiques. La première année, c'était plutôt partagé sur le constat. Et la deuxième année, c'était rentrer vraiment dans le vif du sujet en sélectionnant des chantiers qu'on a appelés des labs dans le cadre de la coalition, de sorte à pouvoir aller vers des solutions opérationnelles assez rapides. Et là, en l'occurrence, nous, Safran, on participe au lab de la coopération sur la partie matière. Vous parlez d'économie circulaire forte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi il faut rajouter le mot « forte » ? C'est très important, Thomas. L'économie circulaire faible, c'est l'économie circulaire en fin de vie, donc c'est le recyclage. Sauf que l'économie circulaire forte, c'est comment on ancre durablement dans le modèle d'affaires des entreprises l'économie circulaire. Donc dès l'amont, c'est comment on va éco-concevoir les produits pour créer de la résilience sur la chaîne de valeur. Et surtout, tout au long de la chaîne de valeur, comment on met en place des stratégies d'économie circulaire qui permettent d'être résiliente par rapport aux chocs et aux pénuries de ressources. Et ce qu'il faut que nos auditrices et nos auditeurs comprennent, c'est que selon Eurostat, donc le cabinet des statistiques de la Commission européenne, sur les dernières années, il y a 80% des entreprises au niveau européen qui ont subi des chocs sur leur chaîne de valeur. Et donc, il faut voir l'économie circulaire vraiment comme une stratégie de robustesse
et de génération de revenus dans un monde en polycrise. Qu'est-ce que ça représente déjà ? On va parler justement des chocs que toutes les entreprises peuvent subir et peut-être à la dimension de Safran. Mais déjà, ce que représente l'économie circulaire dans un groupe comme le vôtre, c'est quoi aujourd'hui ? Alors nous, l'économie circulaire, c'est un système économique qui nous permet d'optimiser la consommation en ressources naturelles. Ouais. Et on perçoit l'économie circulaire chez Safran comme étant un levier de souveraineté, avant tout, un levier aussi de performance industrielle et en même temps un levier pour la décarbonation. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ce levier soit le plus efficace possible ? Alors, plusieurs choses, mais un exemple qui me semble être le plus parlant à l'heure actuelle, c'est notre filière titane. Donc, ce qu'on a mis en place depuis un certain nombre d'années maintenant, depuis 2022, nous avons mis en place une collecte de tous ce qu'on appelle des copeaux de titane. Donc, quand on va fabriquer une pièce en titane pour l'aéronautique, donc des pièces qui sont quand même très critiques, on va partir d'un gros lopin de titane qu'on va venir usiner. Donc, on va forcément générer des copeaux, comme quand on usine un morceau de bois. Voilà. Ces copeaux en question sont collectés, nettoyés et retournés directement aux élaborateurs qui nous font les alliages de titane qualifiés aéronautiques pour avoir une boucle qui soit circulaire et fermée. Donc, c'est-à-dire un titane aéronautique redevient un titane aéronautique. Qu'est-ce que ça devenait avant ? C'était un déchet qui était jeté il y a quelques années de ça, effectivement, ça partait plutôt pour faire du ferro-titane auprès des ferrailleurs. Okay. Et donc, on n'avait pas de boucle réellement fermée, ça ne revenait pas pour un besoin aéronautique. Une initiative comme celle qui est portée par ces 9 industriels que j'ai cités, Raphaël Mavigné, qu'est-ce que ça change ? Ça change beaucoup de choses. À date, il n'y avait pas en Europe une coalition d'industriels aussi importante qui allie à la fois une expertise très business, et comme le rappelle Émilie, comment on met en place des modèles d'affaires qui permettent d'être résilients face aux chocs, et une expertise scientifique. Dans cette coalition, elle est animée à la fois par Circulaire, donc la partie conseil, et le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, avec ce qu'on appelle le CIA, CEA, ISEC, donc c'est leur institut spécialisé sur l'économie circulaire, et dedans, il y a 700 chercheuses et chercheurs qui amènent cette expertise scientifique. Et du coup, c'est extrêmement puissant, et une fois qu'on a plus d'une dizaine d'industriels, on peut faire remonter ça au ministère de l'économie, on peut faire remonter ça au niveau de l'Europe, et l'Europe a besoin de grandes guidelines de retour terrain, notamment dans la parution du Circular Economy Act qui va arriver à la fin de l'année. Mais ça veut dire ce que vous décrivez là, qui est en cours, ça s'est déjà passé avec d'autres coalitions récentes ? On a une dizaine de coalitions aujourd'hui sur différents sujets, que ce soit les cosmétiques, le packaging, mais comme l'a rappelé Émilie, je pense qu'aujourd'hui, l'Europe est très largement dépendante des pays tiers sur les ressources critiques. Et sans ressources critiques, on n'a pas de transition énergétique, on n'a pas de transition numérique. Et un rapport justement de la Cour des comptes européenne disait que l'Europe dépend sur 24 matériaux dits stratégiques de pays tiers, et principalement en Chine. Donc si on n'arrive pas à boucler la boucle, comme l'a très bien dit Émilie, en fait, si la Chine décide de fermer les valves sur les matériaux critiques, sur le gallium, sur le magnésium, plus de transition énergétique, plus de transition numérique. Donc c'est extrêmement important d'avoir des alliances qui pèsent sur ces sujets. Vous avez, j'imagine, identifié les matériaux sur lesquels vous êtes effectivement dépendant ? Oui, bien sûr. On a une liste de matières critiques pour le groupe Safran, qui est plus ou moins la même que celle qui est annoncée par la Commission européenne, et pour lequel on essaye de mettre en place des approches où l'économie circulaire est un véritable levier, en plus d'autres actions qui sont plus sur un périmètre très opérationnel, un périmètre achat ou un périmètre chaîne d'approvisionnement. Il y a un autre levier qui est le levier des interdépendances, c'est-à-dire faire en sorte que la France et l'Europe aient elles aussi des leviers face à la Chine ou à d'autres fournisseurs. Complètement. De toute façon, il faut être clair, on dépendra, quoi qu'il arrive, de pays tiers. On ne va pas vivre en autarcie d'un seul coup. Mais la seule chose à avoir en tête, c'est qu'il ne faut pas dépendre, et d'ailleurs c'est ce qui est dans le Critical Raw Material Act, de plus de 30%, de 60% sur certains matériaux. C'est-à-dire que si la Chine, l'Afrique du Sud ou par exemple le Chili sur le lithium décident de fermer les valves, on a d'autres possibilités. Il faut que ces autres possibilités, il faut qu'elles soient présentes en Europe, mais aussi ailleurs. Donc c'est une logique, encore une fois, de partenariat et d'alliance à l'échelle mondiale. Est-ce que ça a été si facile d'embarquer ces autres industriels ? Vous pouvez être peut-être, je ne sais pas, en concurrence sur certains marchés, ou est-ce que finalement la démarche, elle est simple à enclencher aujourd'hui ? Alors la démarche, je ne dirais pas qu'elle est simple, mais en tout cas elle est nécessaire et comme elle est justifiée, comme on a pris conscience en fait qu'on ne pourrait pas de manière silotée répondre à ces nouveaux défis, le fait de le faire de manière collective nous semble
semblait être vraiment la bonne solution. Donc, ce qui n'est pas simple, c'est comprendre réellement quel est le besoin de chacun des industriels. Oui, c'est pas les mêmes. C'est pas forcément les mêmes. Exactement. Une matière qui va être critique pour l'aéronautique, est-ce que ce sera la même chose pour la SNCF? Est-ce que ce sera la même chose pour EDF? Donc déjà, mettre en commun tout ça et identifier sur quelle matière on a envie de travailler avec les industriels qui sont autour de la table, transfilière. Donc je ne dirais pas que c'est simple. En tout cas, on a bien identifié que c'était vital et que nous devions passer par là à poser réellement le besoin de chacun. Je vais vous poser la même question. Je commence avec vous, Émilie Erny. C'est quoi la bonne taille d'une coalition? Vous disiez, là, il y en a 9 qui signent, vous disiez, on est une quinzaine. Au global, la deuxième année, on est une quinzaine sur les 2 labs, mais la taille qui va bien... Parce que pour prendre des décisions, on ne peut pas non plus être 100. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends. Mais pour prendre aussi des décisions, il faut avoir les bons volumes à mettre sur la table. Et donc, il en faut quand même un certain nombre. On ne pourra pas faire une coalition à 2 ou 3, ça perd de son intérêt. On est le plus souvent sur les industriels qui sont, dans le cadre de cette coalition, sur des marchés plutôt considérés comme des marchés de niche, où nos propres volumes ne sont pas suffisants pour créer réellement des filières de recyclage, qu'elles soient en France ou qu'elles soient en Europe, ou en tout cas des filières qui nous permettent d'avoir ce niveau après d'indépendance et non plus de dépendance, comme le disait Raphaël juste à l'instant. Donc il faut quand même un certain nombre, massifier les volumes pour avoir cette taille critique, de sorte à pouvoir envisager effectivement la création d'une filière. C'est quoi la bonne taille critique, justement? Je rebondis sur ce que disait Émilie et ce qui est très juste, c'est en fait, il faut se rendre compte qu'un Safran tout seul ou un Airbus tout seul, ça nous paraît énorme, mais à l'échelle mondiale, c'est tout petit. Et donc, il faut forcément créer une massification des flux, et ça passe par un partenariat entre Thales, entre Airbus, entre Safran et entre d'autres entreprises européennes. Et donc je la rejoins, il faut un noyau dur, une dizaine de grandes entreprises, pas plus, mais qui permettent de faire suffisamment d'influence. Et là, juste pour vous donner un exemple très précis, la coalition industrie circulaire, avec une dizaine d'entreprises, on est déjà à plus de 100 milliards de chiffre d'affaires cumulés. Donc là, c'est énorme. Mais est-ce que ça veut dire que des filières sont nées ou sont en train de naître grâce à ces coalitions? En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'économie circulaire, c'est avant tout du bon sens. On a les technologies, on n'a pas besoin de révolutionner les technologies. Il faut juste réinventer la chaîne de valeur et boucler la boucle, comme tu le rappelais très justement, Émilie. Et donc, utilisons les chaînes de valeur actuellement présentes, investissons collectivement sur leur modification, et il n'y a pas forcément besoin de l'émergence de nouvelles filières, mais plutôt le réajustement de ces filières. Ce qui est un peu différent et ce qui nécessite moins d'investissement. Effectivement. Est-ce que la réglementation vous aide ou vous pousse? Par exemple, on pense à la RE 2020 ou à d'autres réglementations en matière d'économie circulaire. Alors la réglementation, moi je dirais que c'est quand même, ça nous fait réfléchir. On a d'autres filières industrielles qui sont déjà soumises à des réglementations, du coup par lesquelles on a fait bien évidemment un peu, comme on appelle un benchmark, pour voir comment est-ce qu'elles subissent cette réglementation ou comment elles prennent ça comme étant aussi une opportunité de pouvoir se transformer. Donc moi je dirais que la réglementation aide au moins à bien identifier le problème et à faire réfléchir les industriels. Pour le moment, nous n'avons pas de réglementation à proprement parler dans le secteur aéronautique, mais on est parti du principe qu'il fallait s'y préparer pour les prochaines années. Même question, Raphaël Mavigny, est-ce que c'est un accélérateur? Parce que moi j'ai quand même beaucoup d'invités sur ce plateau qui me disent la réglementation, les injonctions contradictoires, l'empilement des normes françaises, européennes, c'est plutôt un frein. 2 temps dans la réponse. Premier temps, on n'a jamais eu autant de législation sur l'économie circulaire en l'espace de 3 ans. Une législation PPWR sur le packaging, CRMA sur les matériaux critiques, ESPR sur l'éco-conception. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Par contre, il faut de la flexibilité dans ces législations. Il ne faut pas qu'elles viennent freiner le développement de modèles d'affaires circulaires, mais plutôt donner un cadre commun dans lequel on agit. Et donc, c'est la petite nuance que j'apporte. Cadre commun français ou européen? Européen. Français tout seul, on ne fera rien. Ça doit être européen. Ça doit être européen. Et à quel point, alors j'aurais pu commencer par là, à quel point les crises, parce qu'on est dans une succession de crises, peut-être, je ne le souhaite pas, mais en train de devenir la norme, sont des accélérateurs pour des projets comme les vôtres? En fait, les crises que l'on a vécues nous ont fait vraiment toucher du doigt notre vulnérabilité. Et donc, ces crises, il faut les transformer comme étant, comme vous le dites à juste titre, comme étant des accélérateurs pour pouvoir faire cette transformation vers une économie plus circulaire, ou en tout cas mettre les sujets d'économie circulaire comme étant vraiment un levier qui nous permettent de ressortir plus fort de ces crises. Donc je pense que les crises, si on le voit avec le verre à moitié plein, nous permettent effectivement d'accélérer la transformation de nos industries et transformer notre modèle économique. Vous le sentez, vous, Raphaël? C'est-à-dire quand il s'agit de convaincre, c'est malheureusement plus facile quand on est dans une crise? Et oui, c'est ce qui est paradoxal. Et surtout,
on a un terrain d'opportunité avec le désengagement des États-Unis sur cette thématique de la transition énergétique. Il y a un vrai terrain d'opportunité pour l'Europe de prendre le leadership sur ce sujet d'économie circulaire. Et c'est ce que vise à faire le Circular Economy Act qui va arriver en fin d'année. Donc je pense qu'on n'a jamais eu autant l'occasion de prendre le leadership sur un sujet. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Bismart for Change. C'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact. Odile Batser, la présidente de l'Observatoire de l'immobilier durable. Prêt pour l'impact, vous le savez, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Et j'accueille aujourd'hui Odile Batser. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente de l'Observatoire de l'immobilier durable OID et la directrice ESG Innovation de la Société de la Tour Eiffel. Société de la Tour Eiffel, c'est quoi? C'est une foncière, c'est ça? Alors c'est une foncière cotée, une petite foncière cotée. On représente à peu près 1,5 milliard d'actifs. Ça représente à peu près 520 000 mètres carrés, situé 75% en Île-de-France, 25% en région. 75% bureaux, 25% autres étant un peu de commerce et également un petit peu de résidentiel. On commence à se diversifier. Ça représente également 63 sites, 130 bâtiments. Il n'y a pas la Tour Eiffel dans la Société de la Tour Eiffel, c'est ça, juste pour qu'on comprenne bien. Ça a été la société qu'a créé Gustave Eiffel pour financer, je crois, la maintenance de sa tour. Et puis, la ville de Paris nous a dessaisi de la Tour Eiffel en 1979, je crois. D'accord. Et c'est resté une coquille cotée, puisqu'elle était cotée d'origine. On a des PV d'AG signés par Gustave Eiffel. C'est resté une coquille vide au sein d'une banque. Et quand il y a eu un statut spécifique, REITs, qui a été un statut fiscal qui a été publié en France, mes patrons de l'époque, qui étaient des anglo-saxons, ont tout de suite compris l'intérêt. Et donc, ils ont cherché une société cotée vide. Et on a ramené dans leur filet cette société. Donc, au niveau budget publicitaire, ils ont tout de suite vu l'intérêt. Quand on s'appelle Société de la Tour Eiffel, effectivement, ça aide. Voilà. Ouais. Et à l'époque, on avait beaucoup d'investisseurs étrangers. Donc, bien compris. Société de la Tour Eiffel, qui est membre fondateur de l'OID, l'Observatoire de l'immobilier durable. Qu'est-ce qu'il signifie cet engagement? Pourquoi c'est important? Alors, d'abord, la Société de la Tour Eiffel a toujours été un petit peu novatrice. On a une taille, on est petite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on est agile. On a toujours été un petit peu novateur, un petit peu à chercher la différenciation aussi. Quand on est coté, c'est un peu aussi ce qu'on cherche. Et c'est vrai qu'il y a eu un petit groupe de travail. C'était l'époque plan bâtiment durable, le rapport Gauchot. L'État mettait du temps à sortir ce fameux décret de tertiaire. Et il y a tout un groupe d'acteurs qui ont dit on ne va pas attendre qu'il nous oblige et on va anticiper parce qu'on pense qu'il y a vraiment urgence. Et donc, c'est comme ça que ça a démarré. Et c'était d'ailleurs un de mes collègues, c'était pas moi à cette époque-là, qui a été à l'origine de cet observatoire, parce que l'idée de départ, c'était, très bien, on va nous dire qu'il faut réduire les consommations. Mais on fait comment? Mais on part de quel chiffre? Qu'est-ce que consomme un immeuble de bureau? On ne savait pas du tout. On ne s'était jamais posé la question, c'était pas intéressant. Donc ça a commencé comme ça par l'Observatoire et d'ailleurs le baromètre de la performance énergétique dont on a publié la 14e, je crois, édition sur les consommations 2024 en 2025. Comment vous définissez l'immobilier durable? Parce que ça peut être à la fois très vaste et moi ce qui m'intéresse c'est d'être le plus concret possible. Comment vous le définissez? L'immobilier, on s'inscrit déjà dans un temps long, toujours. Et la durabilité, elle ancre encore davantage ce temps long. Je pense qu'un des problèmes actuels, c'est le temps court. Et tout ce qui est durable s'inscrit dans le temps long, avec cette double notion. C'est la durabilité environnementale et c'est la durabilité physique, la résilience, la robustesse. Voilà. Donc, comment je le définis? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de définition. C'est un état de transformation. On est en transition.
tout l'écosystème. Mais ça suppose des choix de matériaux, voilà, on parle de béton bas carbone, on parle d'utilisation de plus de bois. Enfin voilà, ça passe par quoi? Alors ça c'est riche. Il se trouve que l'immobilier est au carrefour de beaucoup de sujets. On est très transverse. On s'inscrit dans un territoire, on utilise des matériaux, on abrite des populations, que ce soit pour habiter ou pour travailler. Donc on est vraiment au cœur du sujet de la ville. Et de ce fait, le nombre de sujets qui sont adressés pour la durabilité de l'immobilier sont très nombreux. Donc, il y a tout ce qui est bien sûr atténuation, tout ce qui est consommation, tout ce qui est pilotage des consommations. Il y a la sortie des énergies fossiles. Ça, c'est un des leviers, les plus gros leviers de décarbonation de l'immobilier. Il y a également tout ce qui est adaptation, comment rendre l'immeuble résilient. Et c'est d'ailleurs le seul sujet pratiquement sur lequel il n'y a pas de réglementation. Je vous entendais parler tout à l'heure de l'avalanche de réglementation. C'est vrai, l'immobilier en est aussi un exemple criant, mais pas sur l'adaptation. Et puis ensuite, il y a tous les sujets de biodiversité, de ressources, l'eau, les matériaux. L'immobilier, on va chercher du sable pour faire du verre, pour faire du béton. On va extraire de l'acier, enfin, on va extraire des minerais pour faire de l'acier. C'est lourd, tout est très lourd. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on est le 3e émetteur de gaz à effet de serre après les transports et l'agriculture. Donc, on a plein de sujets, et c'est ça qui est passionnant aussi, en même temps. Et donc, il faut adresser tous ces sujets. Il y a aussi l'économie circulaire. Bien sûr. On en parlait avec les invités précédents. Alors, voilà. Il y a un principe dans l'émission, c'est que l'invité du grand entretien pose une question à celui ou celle qui lui succède. J'avais Anouk Pomar, la semaine dernière, directrice des affaires publiques et de l'engagement de Lidl France. Voici sa question. Bonjour Odile, ma question est simple. Comment est-ce que vous jugez l'action d'un distributeur qui continue aujourd'hui à construire des magasins quand il intègre les critères ESG à l'intérieur de tous ses programmes immobiliers? Est-ce que vous jugez ça utile ou est-ce qu'il y a encore fort à faire? Alors, c'est une question déjà très intéressante parce qu'effectivement, ça pose d'entrée de jeu le sujet du développement de Lidl et de la construction de nouveaux bâtiments. J'admire beaucoup ce que font ou ce qu'essayent de faire les distributeurs, que ce soit les concurrents de Lidl, Carrefour, Leclerc, etc. Lidl est très bien placé. Ils ont une politique environnementale qui est vraiment très... Ils ont anticipé beaucoup de choses. Comme dans l'immobilier, ils se sont fait rattraper un peu par la législation. Donc maintenant, on a un peu l'impression que ce qu'ils font, c'est de la réglementation, mais ils avaient anticipé. En revanche, il y a un sujet, c'est l'artificialisation des sols. Comment on continue de développer ce secteur-là, tout en respectant... Alors même si la loi est en train d'être assouplie, on va voir quel est le destin du texte, mais c'est vrai qu'on a ce sentiment que l'ambition d'un zéro artificialisation nette en 2050, ou même l'ambition 2035, était trop élevé, donc il faut freiner. Je ne suis pas convaincu, mais bon, voilà. Est-ce qu'ils peuvent croître tout en s'inscrivant dans cette ambition? Alors, oui, je pense. Surtout, Anouk l'avait précisé, ils ont des magasins de plus petite taille que leurs concurrents. Et je pense que, comme moi, vous avez traversé des villes en France dont les centres-villes sont... désertique, vraiment, c'est sinistré. Et pourquoi ne pas essayer de faire revivre ces centres-villes? La démolition, alors je suis pas pour la démolition des bâtiments, mais il y a certaines fois où c'est nécessaire. Et si ça peut éviter d'artificialiser ailleurs, je pense que c'est... Mais c'est ce qu'on appelle construire la ville sur la ville. Est-ce que c'est pas toujours possible? Non, c'est pas toujours possible, mais l'artificialisation, il va falloir vraiment... vous disiez que la loi va s'assouplir. Oui, je pense que c'est nécessaire qu'elle s'assouplisse, mais pour certains sujets vraiment importants. Moi, j'ai
J'ai eu l'occasion de voir un magasin Lidl sortir de terre. Franchement, c'est de l'artificialisation. Oui. Donc ça m'a fait un peu mal au cœur. Oui. Même si la politique et la stratégie de Lidl le nécessitent. Mais après, je dis ça, on est dans l'immobilier, donc je suis mal placée. Hein. C'est vrai que nous aussi, on construit. Oui. Alors on essaye de moins démolir, même si ça aussi c'est un sujet. La rénovation, moi j'ai mon collègue du développement, quelquefois il me dit, regarde ce projet, il est magnifique, on fait plein de choses, on n'a aucun label, aucune certification, on n'a rien qui vient afficher en vitrine tous les efforts qu'on a faits, alors qu'en construction, on a cette capacité à montrer aux yeux de tous. C'est-à-dire quand on rénove, on est moins mis en avant que quand on construit avec des normes HQE, etc., etc. Oui, enfin, il y a moins de, mais il y a moins, Ça, on peut moins l'afficher. Je suis d'accord avec vous, il y a une incohérence. Avec autour de cette question de la ville sur la ville, est-ce qu'il y a tant de friches que ça? Est-ce qu'il y a tant d'espaces qu'on peut rénover, dont on peut changer la destination immobilière? Oui, il y a de la marge. Je encore. pense, regardez, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de la ZAN, justement, Vinci a lancé son zéro Artificialisation, c'est dur. Artificialisation nette 2030. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont racheté tout un portefeuille d'Engie, de friches, justement, industrielles d'Engie. Et ça leur permet de compenser, voilà. Il y a également la possibilité de... nous, par exemple, ça nous est arrivé sur une parcelle de construire un bâtiment, même 2 bâtiments en l'occurrence, sur une parcelle sur laquelle il y avait une artificialisation totale avec des parkings extérieurs, vous voyez, et on a renaturer la parcelle. On a mis, je crois c'est un projet à Lyon, on a renaturé 28% de la parcelle. Alors, ce sont des petites choses, mais si tout le monde fait 28%, ça va changer. Mais est-ce que c'est difficile de convaincre vos clients, vos partenaires, etc., que justement cet enjeu, là on parle de biodiversité, cet enjeu de biodiversité, ça peut être aussi un enjeu de compétitivité? C'est peut-être le sujet où c'est le plus difficile. Il y a eu un baromètre de la biodiversité qui a été publié par l'OID, puisque là je mets ma casquette OID, et qui montre... Alors, déjà, il n'y a pas eu beaucoup de répondants, donc c'était déjà un petit peu un biais, et qui montre que les répondants, ceux qui quand même étaient suffisamment intéressés pour répondre, disent eux-mêmes, on a du mal... face à un COMEX, face à un comité d'investissement, à montrer justement, à faire ressortir, à faire toucher du doigt cette valeur, alors qu'elle a également une valeur sociétale. Il y a une valeur humaine. La biophilie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez qu'il y a des études qui ont prouvé que si vous voyez un arbre au travers de votre fenêtre, vous avez déjà 10% de bonne humeur en plus et de santé mentale. Voire de guérison en plus pour les gens qui sont à l'hôpital. Exactement, exactement. Donc, on sait... En fait, c'est tout le problème de la comptabilité. Mais parce que c'est difficile, c'est parce que les métriques sont pas simples en biodiversité. Le carbone, c'est facile, enfin entre guillemets, on peut le comptabiliser et ça peut être une norme mondiale. La biodiversité... Et même comme ça, on s'arrange pour que ce soit pas, franchement. Bon, d'accord, mais la biodiversité, c'est quasi impossible, en fait. Vous comptez le nombre de vers de terre par mètre cube. C'est projet par projet, en fait, c'est ça? Oui, et puis, alors nous, on essaye de trouver des... D'ailleurs, c'est l'objectif de BIG, le programme de l'OID, Biodiversity Impulsion Group, c'est d'essayer de trouver... de structurer le reporting des investisseurs et de trouver des indicateurs qui permettent justement de mettre en avant. Alors ça peut être les nichoirs, ça peut être le CBSH. Vous savez, c'est un coefficient surfacique qui tient compte de la profondeur d'épaisseur de terre, pleine terre ou les jardinières. Enfin bon, il y a toute une pondération, etc. Mais ça peut être aussi la nature des sols, puisque c'est quelque chose de quand même fondamental, le sol, et le nombre, et comment est habité le pavé de sol de 50 cm sur 50 cm. Donc oui, il va falloir apprendre à compter les vers de terre et les nichoirs de petits oiseaux, mais regardez, par des canicules comme on a connu, les oiseaux ont beaucoup souffert. On parle des humains, mais... Oui, on peut parler de la nature, des plantes et des animaux. Et des arbres, lors de votre dernière intervention à la conférence de l'OID, l'Observatoire de l'immobilier durable, vous définissiez la sobriété
comme le fait de se réinterroger. Ouais. Je veux bien qu'on prenne un peu de temps pour détailler ça. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je l'ai dit et en introduction, effectivement, de cette conférence, mais Bill Wicks le dit aussi très bien, hein, c'est se demander, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Si vous prenez une famille en 2010, l'équipement informatique d'une famille en 2010, il y avait un ordinateur familial, chacun avait son iPhone ou son Android, peu importe, enfin bref. Aujourd'hui, il y a un ordinateur par personne, une tablette souvent en plus le téléphone. Enfin, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Alors, c'est ça la question. C'est le confort thermique, c'est la même chose. C'est est-ce que j'ai vraiment besoin de pousser le chauffage ou est-ce que je mets un pull? Pour la climatisation, c'est plus compliqué dans les périodes caniculaires. Beaucoup plus compliqué, mais est-ce que je vais me mettre sous un arbre? Est-ce que... c'est s'interroger sur le besoin et jusqu'où va notre niveau de confort, enfin, la frontière entre le confort et l'inconfort. Et justement, on voit bien là qu'on est dans une société où on n'est plus du tout habitué à l'inconfort. On ne supporte plus l'inconfort. Oui. Alors là, j'entends effectivement cet argument sur les périodes caniculaires qu'on est en train de vivre. Ça peut aller au-delà de l'inconfort oui. Pour beaucoup de Français. Bien sûr. Est-ce que ça vous oblige à repenser peut-être certains projets ou à repenser certains des immeubles existants? C'est-à-dire... Bien sûr. Voilà. Bien sûr. On développe un immeuble à Aix. Enfin, il n'est pas développé encore, mais le permis de construire est accordé et obtenu, qui prévoit justement de ne pas climatiser toutes les zones et d'essayer par un système de ventilation, d'optimiser la climatisation, parce qu'il y aura quand même de la climatisation et des zones climatisées, mais que cette climatisation vienne irriguer en quelque sorte. Donc il y aura des zones pour des gens qui ne supportent pas la chaleur ou qui sont plus faibles et qui nécessitent d'être dans un endroit bien protégé. Et puis il y en a d'autres qui supportent mieux la chaleur ou qui en ont même besoin. Ça, je connais des gens qui ont un problème. Qui sont plus frileux et qui sont contents quand il fait chaud. Et qui iront dans les zones moins climatisées, qui seront ventilées. Alors, ça pose des... C'est plus facile, pardon de vous interrompre, sur un projet en création. Sur un immeuble existant, c'est plus compliqué. Oui, ouais. C'est beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'on a sous-estimé ce risque de bouilloire thermique, finalement? Parce qu'on a pensé les immeubles pour qu'ils soient très très bien isolés, pour qu'ils consomment moins d'énergie, et puis là on se rend compte qu'ils sont parfois un peu trop bien isolés. On l'a sous-estimé, mais en plus, même des immeubles construits aujourd'hui risquent de ne pas pouvoir être climatisés suffisamment dans 20 ans. Un immeuble, ça dure longtemps. Hein. On dit que le cycle de vie d'un immeuble, c'est 50 ans, mais ça peut être davantage. Et on sait que 80% des bâtiments qui seront existants en 2050 existent déjà aujourd'hui. Or, on n'est pas prêt du tout à faire face à ce qui va se passer au niveau thermique. Alors, les installations techniques, vraisemblablement, seront changées. Vraisemblablement, on fera des progrès au niveau de la technologie, au niveau des fluides frigorigènes, qui sont aussi des gros émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, tout ça va certainement évoluer. Mais en tout cas, on sait qu'il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet d'adaptation. Comme je vous l'ai dit, il n'y a aucune réglementation. Et d'ailleurs, c'est Franck Boutet, qui est aussi un architecte qui est très pointu en matière environnementale, qui disait les immeubles d'aujourd'hui, construits aujourd'hui, livrés aujourd'hui au moment où je vous parle, ne sont pas adaptés pour 2050. C'est évident. Donc ça veut dire, la solution, ça va être quoi? Ça va être de rajouter de la climatisation un peu partout? Ça va être... Ce ne sera pas une solution. Enfin, c'est ce qu'on appelle la maladaptation, puisque vous savez que la climatisation réchauffe. Oui. Voilà. Donc va falloir trouver d'autres solutions. Après, vous savez, il y avait des solutions qui existaient dans l'Antiquité, par la ventilation. Et il y a même, je ne sais pas si vous connaissez l'exemple de cet immeuble au Zimbabwe, c'est un complexe hôtelier qui a été construit entièrement sur la technique de ventilation des termites pour leurs termitières. C'est magique, ça marche, on sait que ça marche, ça fonctionne.
Il y a Philippe Madec aussi, qui a fait sa médiathèque récemment, uniquement... Oui, mais ça marche pour des nouveaux projets. Ça ne marche pas pour l'adaptation des anciens. Mais alors, faisons-le tout de suite. Oui. Pour les nouveaux, parce que là, pour le moment, c'est toujours pas enclenché. Oui, c'est ça que je veux dire. Oui. Je vais vous citer pour parler un peu d'éducation, de formation et puis de la place des femmes dans nos entreprises, dans nos sociétés. Vous dites chaque fille éduquée, c'était sur LinkedIn il y a un an, chaque fille éduquée, c'est un avenir transformé. Est-ce que vous faites le lien entre l'éducation des filles, des jeunes femmes, et ces défis environnementaux, ces défis sociétaux? Alors, l'éducation des jeunes filles, c'est un sujet qui est mondial et qui est beaucoup plus grave dans beaucoup d'autres pays. D'ailleurs, je salue la démarche de Tina Kiefer sur Tout à l'école. Je pense que ça doit être un poste de Tina que j'ai dû réagir là-dessus, qui a fait quelque chose d'absolument extraordinaire, tant au niveau environnemental que sociétal, avec l'éducation de toutes ces centaines de milliers de jeunes filles. Mais c'est vrai aussi en France. La France, on est, je crois, le 17 ou 19e pays sur les 27 pays de l'Europe en position sur l'éducation des filles. Ça fait peur quand même. On a 30% des filles qui sont dans des écoles d'ingénieurs. Pourquoi ? Il y a des biais culturels, même en France, alors qu'on est une société quand même très culturellement très ouverte, et il reste des biais qui sont quand même des freins incompréhensibles à la parité et dans nos métiers de l'immobilier. Alors, moi, je suis une femme senior en plus, et je peux vous dire que dans l'immobilier, ça s'améliore, mais historiquement, c'est quand même un domaine très masculin. C'est un domaine masculin. Donc c'est quoi? C'est des habitudes qu'on n'arrive pas à changer? Alors, oui, ce sont... vous savez, on dit qu'on recrute des gens qui nous ressemblent. Il y a déjà ça. Donc ça veut dire qu'il faut, dans la politique de recrutement, il faut intégrer ce biais en se disant attention, on a forcément ce biais, si on veut changer la donne, il faut avoir cette espèce de clignotant là qui est dans un coin de la tête en permanence. Oui, c'est ça. Alors, vous savez bien que sur les CV maintenant, on met plus les photos. Mais au-delà de ça, malheureusement, je pense que la seule chose qui a fait un tout petit peu bouger les choses, c'est la législation. C'est toutes les réglementations qu'il y a eu sur l'obligation d'un nombre de femmes dans les conseils d'administration, puis dans les COMEX. Alors chez Tour Eiffel, on est très très féminisé, donc on est très bons élèves, mais il y a plein de sociétés. Notre directrice générale, Christelle Zordan, est présidente de l'Observatoire de la parité et des métiers de l'immobilier, et elle suit ça de très près. Ça ne progresse pas, ça régresse. Oui, ça fait peur, hein. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, effectivement, et il faut tendre la main à toutes ces jeunes femmes qui osent faire entrer dans des métiers scientifiques, rentrer chez... on en voit, moi, j'en croise en bureau d'études environnementales, et elles sont excellentes. Elles apportent... En plus, on apporte quelque chose de différent. C'est pas mieux, plus... Non, c'est juste différent. Oui. Et le lien entre la féminisation et les défis de transformation, vous le faites? Alors, il n'est pas fait. Moi, je vais le faire en ça. disant si on se prive de la moitié des cerveaux, on sera moins efficace dans la transformation. C'est déjà un principe de base, quoi. Oui. Et puis parce que les femmes ont forcément une vision différente. Je vais rentrer dans des caricatures, hein, mais on sait très bien que le cerveau féminin est quand même plus à même de protéger la vie. C'est comme ça. Et donc, là, quand on parle biodiversité, on parle bien de ça. C'est notre avenir, c'est le socle. La biodiversité, c'est vraiment... c'est pour ça que j'avais dit aussi... on ne fera pas d'économie forte sur une planète morte, parce que 50% du PIB mondial, c'est la biodiversité.
Et peut-être qu'on est un petit peu plus sensible à ça, Oui. je ne sais pas. Alors, on disait tout à l'heure sur ces questions de biodiversité qu'il y avait une difficulté de mesure, quoi, de métrique. Est-ce qu'il y a aussi un enjeu de formation? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut former les collaborateurs ou d'ailleurs peut-être prioritairement les dirigeants, les membres du COMEX pour Tout le monde. pour que ça bouge? Oui. Tout le monde. Alors nous, on forme nos administrateurs, on forme nos membres du COMEX, nos collaborateurs, quelquefois même nos prestataires. Quelquefois, ce sont nos collaborateurs qui viennent me voir en me disant, tu sais, j'ai eu une idée géniale. En fait, j'ai réuni plusieurs prestats et je leur ai fait une présentation. Donc, il faut former tout le monde. Et ça, c'est pourquoi c'est indispensable. Parce que, et on le voit bien dans tous les conflits qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, etc., très souvent, l'origine, c'est une méconnaissance, c'est une incompréhension des enjeux, des leviers, des grands chiffres, des grandes données. Et donc, pour créer un dialogue qui puisse être constructif, il faut que tout le monde parle de la même chose, sinon ça ne fonctionne pas. Et puis, vous savez, moi, je ne suis pas née comme ça. Enfin, je veux dire, il y a un moment où j'ai eu un déclic. Ce déclic, je l'ai eu justement en discutant ou en assistant à des conférences ou en lisant des articles, etc. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'une fois que vous avez compris, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous êtes engagé. Et moi, ce que j'essaie de provoquer chez mes interlocuteurs, qui sont encore un peu... quelques-uns même climato-sceptiques, on peut le dire, voire d'autres un peu tièdes. J'essaye de provoquer ça. Oui. Et la formation, pour moi, c'est... D'ailleurs, l'OID a tout un programme de formation, d'e-learning. Oui. Le levier de la formation. On termine là-dessus. Merci beaucoup, Odile Batser, et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure de notre rubrique Startup tout de suite.